La rencontre de ce soir à propos de l'homme peuplé, paru cette année en 2022, révèle l'image, peut-être, de tout écrivain peuplé de fiction, de réalité et de fantômes familiers. Je le laisse à la sagacité de Charlotte Cabot et je vous demande d'accueillir Franck Bouys. Merci Jean-Luc pour cette présentation. Donc, c'est un très grand privilège ce soir de vous proposer cette rencontre avec Franck Bouys. Je pense que vous avez tous bien conscience, vous êtes bien nombreux ce soir. Et c'est un très grand privilège pour moi d'accueillir cet écrivain qui est absolument incontournable dans la littérature contemporaine et qui a écrit une œuvre considérable avec un style qui fait de lui vraiment un des grands écrivains de notre temps. Pour moi, il y a les sœurs Chalandon, il y a tous ces gens-là, et puis il y a Franck Bouys. J'ai eu le plaisir d'inviter Franck Bouys lors des Étonnants Voyageurs. On avait fait l'interview de Buveur de vent, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Et ça avait été un moment très très agréable. Et je suis ravie que Franck ait accepté notre invitation. Donc voilà, on va commencer in medias res à parler de L'homme peuplé, un livre magnifique, à mon avis le plus beau de tous ceux que Franck a écrits, parce que c'est normal, plus on écrit et plus on avance dans la réflexion. C'est un texte complexe, difficile, qui m'a donné beaucoup de mal. Je suis absolument terrorisée, mais c'est pas grave, on va quand même y aller, parce qu'il est quand même pas venu pour rien. Alors, L'homme peuplé. L'incipit de votre texte, eh bien, c'est du Franck Bouys. Alors, quand on a dit ça, on n'a pas avancé, mais à travers votre manière de nommer le ciel d'hiver. Moi, c'est la première chose qui m'a frappée, le gras du ciel. Ça, j'avais jamais entendu. Et je n'avais jamais imaginé ça. Personne ne nomme comme vous les choses en faisant appel à cette image sensitive, cette sensation du toucher. Il n'y a pas de distance intellectuelle, on dirait que c'est comme le ferait un enfant, c'est-à-dire au plus près des choses. Et puis on entre dans le point de vue d'une mésange. Perché, je vous lis, sur le rebord de la fenêtre, qui voit les choses naïvement, sans reconstruction, telles qu'elles se présentent à la vue. Et quand je dis naïvement, c'est vraiment au sens étymologique de neuf, de nouveau-né, de nouveau, comme si vous vouliez nommer les êtres et les choses sur leur aspect premier, primitif même, pour qu'elles dégagent un sens. Alors je voudrais vous demander si d'écrire, c'est pour vous renouer avec le sens originel du monde. Bonsoir. Finalement, c'est peut-être moi qui suis aussi un petit peu perché, pas qu'à maison. Oui, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit? Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de laisser la place, de s'absenter et de se laisser envahir justement par les émotions, par justement, ce que vous dites, c'est très juste, l'enfant, le côté naïf, etc. Parce que tout le terreau vraiment émotionnel, il vient de là, il vient de l'enfance. Et il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas d'œuvre artistique qui ne soit issue des obsessions de l'enfance. Ça n'existe pas. Sinon, c'est la fabrication. Et donc, on en revient à ce côté originel, effectivement. À ce côté... Oui, alors je vais pas aller... Évidemment, dans mon précédent livre, Un buveur de vent, c'était vraiment ça, puisque c'était le couple originel avec l'enfant qui est arrivé dans cette vallée-là. Alors, peut-être que je suis obsédé aussi par les choses neuves. C'est ça, écrire, c'est essayer de retrouver cet état émotionnel qui fait que vous considérez les choses comme neuves. Et de même que dans le vers, dans la phrase, dans la construction, il faut essayer d'amener quelque chose de neuf. C'est-à-dire de ne pas réutiliser les poncifs, de ne pas utiliser des images éculées, des métaphores. Voilà, le gras du ciel, ouais. Le gras du ciel, mais j'ai pas réfléchi 10 jours pour c'était vraiment ça.
j'étais derrière cette fenêtre. C'est moi qui suis derrière la fenêtre là, quand la première phrase me vient. C'est moi qui regarde cette mésange qui est posée là. Et puis je laisse la place. C'est Caleb qui prend la main. Ça marche comme ça. Vous me faites penser, Chalandon disait ici à cette même table que ça l'exaspérait de lire, je l'ai souvent raconté, ça, les feuilles frissonnent. Il disait, mais bon sang, les feuilles, elles feuillent. Et c'est même la même chose, on ressent des choses très très profondes, vous avez un sens de l'écriture comme lui. Alors, le premier chapitre, Caleb, alors, il est assez oppressant par le mystère qu'il laisse poindre. Alors, le personnage de la mère est étrange, ah oui, comme le sont les signes qu'elle trace sur le front de son fils. Les lieux sont pas quand même vraiment accueillants. Le village est plutôt hostile à la mère et à son fils. Il y a une voiture qui arrive, je vous cite, dont la lueur des phares éclaire la brume et qui traverse timidement la combe. La mort est présente aussi, il y a la vieille Priva, il y a sa propre mère. Mais ce qui donne au texte sa profonde tonalité, je trouve que c'est le caractère taiseux de ce personnage de Caleb. Vous dites, vous écrivez, ce grand silence paysan qui finit par avoir raison de presque toutes les présences. Moi, je trouve cette phrase magnifique, quoi. Ce grand silence paysan qui finit par avoir raison de presque toutes les présences. Et bonjour les assonances, hein. Super. Alors, c'est ce silence sous la neige, ce paysage d'hiver qui est propice à la réminiscence, propice à l'angoisse, qui fait surgir des fantômes. Et je voudrais vous demander, Franck, si vous n'êtes pas un romancier perpétuellement en quête de ces fantômes que chacun porte en soi et qui se surimposent à la vision réelle des choses. Vous êtes en quête des fantômes. Ça nous amènerait à définir ce qu'est un fantôme. Oui. Je ne suis pas du tout... je n'invoque pas les esprits chez moi le soir, auprès de bougies, du tout. Mais j'aime beaucoup ce vers de Victor Hugo qui dit « Les morts sont les invisibles, ils ne sont pas les absents ». Et pour avoir vécu ce genre de situation, c'est-à-dire entrer dans une maison complètement... tous les meubles sont là, où on a l'impression que les personnes sont sorties du lit et sont parties, ne sont plus jamais revenues. J'ai vécu ça. Et je vous assure que c'est une sacrée expérience que peut-être des gens ont vécu. Et vider la maison. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans les murs, dans les objets qu'on retire, comme ça on imagine des choses. Et c'est en ce sens-là que je parle de fantômes, mais ce sont les présences. Voilà. C'est tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on fantasme aussi, surtout quand on a connu les gens. On ne peut pas s'empêcher de projeter comme ça. Et écrire, c'est ça, c'est accueillir. Les personnages ne sont rien d'autre que des fantômes. Des fantômes qui vous permettent de recomposer votre mémoire. Tout à l'heure, on discutait en voiture et vous me disiez que j'ai beaucoup d'imagination. Moi, je n'ai pas d'imagination. Non. L'imagination, c'est, encore une fois, l'art de recomposer sa mémoire. C'est ça. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, vu, entendu, lu, passé au filtre de mes émotions, ça devient un souvenir qui se libère d'une forme réelle du passé. Ça devient un souvenir. Voilà. Un livre, c'est pas autre chose qu'un souvenir qu'on n'a pas vécu. Mais un souvenir qu'on n'a pas vécu. Non. Non, bien sûr que non. J'ai pas vécu tout ça. On me dit, bah oui, il y a un personnage d'écrivain, Harry, ok, c'est vous. Mais non, c'est pas moi. Bien sûr que non. Caleb, c'est pas plus moi. Et pourtant, je suis tout ça aussi. Et vous êtes tout ça. Je suis partout et nulle part. Mais je suis aussi la maison. Oui. Je suis aussi ce ciel d'hiver. Parce que s'il y a cet aspect comme ça organique, le gras du ciel, etc., je suis aussi dans ces émotions-là. Quand je regarde un ciel, quand je suis arrivé, que j'ai vu ce coucher de soleil sublime, moi j'ai pas l'habitude de voir ces couchers de soleil là, ils sont sublimes aussi chez moi. Mais j'ai pas cette immensité comme ça d'eau face à moi. Et ça révèle comme ça des émotions. Alors, le second chapitre, Paul, ce personnage, je voulais en consacrer 2 en tout. Il est encore plus abscons. Paul, alors qui est Paul? C'est le fils Priva de la maison d'en face, et il est responsable de toutes les agences postales du département. Moi, je trouve ça génial, qu'il soit responsable des agences postales.
Alors, c'est un homme qui a une fille, une femme, qui déteste les vieilleries, la campagne et les araignées. L'enfant, c'est loin. Il combat même cette idée qu'il était un jour un enfant. Et pourtant, il suffit d'une corne évidée en guise de peau de crayon ou d'une veste en peau de mouton retournée dans l'armoire pour que la mémoire se mette en route et le brûle. Alors, on va revenir dans cette question et dans la suivante. Au sens de votre titre, l'homme peuplé, est-ce que ça signifie que l'homme est le carrefour de toutes sortes de convergences, familiales, spirituelles, pathologiques même, qui font de chacun de nous un être inconnu, voire insaisissable, autrement que par l'écriture, qui est quand même la formidable catharsis de l'écrivain, quoi. Est-ce que c'est le carrefour de toutes ces convergences? J'ai plein de raisonnements sur l'homme peuplé. Oui, alors, juste pour revenir à ce Paul-là qui Oui. se fait cueillir par une corne dans laquelle il mettait des crayons quand il était enfant. Oui. Oui, mais l'enfance, c'est ça aussi. C'est-à-dire, ça nous caresse et ça peut nous brûler aussi. Et ensuite, alors, la question, c'était le carrefour. L'homme peuplé, est-ce que ça signifie que l'homme est le carrefour de toutes sortes de convergences familiales, spirituelles? On est un et on est 10 et on est 100 et on est tout le monde, de toutes ces convergences familiales, spirituelles, pathologiques, qui font de nous, au fond, un être inconnu et que je dirais même presque insaisissable, autrement que par l'écriture. Oui, oui, c'est ça. Il y a ce qu'on est socialement, pour vivre ensemble, ce qu'on on fait attention aux autres, et puis il y a ce qu'on est profondément. Parce que vous tous, là, et vous toutes, vous êtes peuplés. Parfois, je suis peut-être moi surpeuplé. Mais je pense aussi. c'est pour ça que voilà, il faut se libérer. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là Ouais. qui est assez fascinant. Il y a un très beau livre de Antonio Lobo Antunes, qui est un écrivain portugais. Il fait un truc. 5 personnages ont commis un kidnapping d'un financier, en fait, voilà, pour une rançon. Et ils se retrouvent des mois après, et chacun raconte l'histoire. Et vous avez des fragments de dialogue à un tirer, et d'un seul coup, vous passez dans la tête du personnage. C'est prodigieux. C'est-à-dire, c'est ce qu'on fait tous en permanence. C'est-à-dire que, à un moment donné, on va avoir une conversation et vous allez me parler du bleu. Et moi, ça va me rappeler une chaussure bleue que j'avais dans mon enfance, par exemple. C'est-à-dire, ma mémoire va passer à un palier différent. Et on est toujours en train de faire ça. Et quand on écrit, c'est ce chaos-là qu'il faut essayer d'articuler. Ouais, c'est ça qui demande une énergie assez, je vous assure, intense. Et le fonctionnement du cerveau est justement de comment amener le sens, finalement, c'est ce carrefour-là, c'est arriver à ce carrefour-là. Parce que sinon, c'est pas une histoire, c'est du grand n'importe quoi, c'est un chaos. Et puis c'est vrai, s'en tenir à la représentation, parce qu'on est tous en représentation ici. Vous, l'invité, moi, l'intervieweuse, ces messieurs, dames, le public. Mais c'est sûr que, comme disait Marguerite Duras, quand on est 2, on est 4. Hein. Oui, voire plus. Ah oui, on est plus. C'est pour ça, de là viennent tous ces malentendus, ces difficultés, parce que toi, tu as dit ça, moi j'ai entendu ça, mais je pensais ça, et toi, tu le ressentais comme ça, quoi. Le bleu, hop, vous pensez autre chose, quoi. Et même quand on lit un livre, forcément quand on écrit, même quand on lit un livre, parfois, on s'absente. Et on vient poser ses émotions, on imagine des choses. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. On m'a raconté des choses de mon livre que j'ai jamais écrit. J'ai jamais écrit ça, voilà. Blaise, Joseph, pourquoi vous faites mourir à la fin? À quel moment c'est écrit? Donc je prends la page et je relis. Il se releva, il l'a dit, etc. Ah oui, c'est vrai, pas mort. C'est-à-dire qu'il y a... Et le lecteur, c'est ça qui est intéressant. Vous avez tous un rôle dans l'évolution de la littérature. Évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut être exigeant aussi, on a le droit de se dire ça, mais il faut être exigeant quand on est lecteur à un moment donné. Il faut pas être paresseux, quoi. C'est un engagement aussi. Il faut faire confiance à l'écrivain qui a fait confiance à votre intelligence. Après, on a le droit. Moi, je me fais plaisir parfois en lisant des trucs faciles, mais de moins en moins.
quand on est lecteur, enfin, il me semble qu'on a l'impression de perdre son temps. Non, enfin, vraiment, ça marche comme ça. Et voilà, je sais plus. Bon, non, c'est très bien. C'était bien ça. Non mais oui, le rôle oui, c'est cette magnifique colère de Marie Yourcenar. Marie Yourcenar, elle signait des livres, et puis il y a un lecteur qui vient la voir pour signer son livre. Oh, Ah oui. Formidable, je ne m'attendais pas à ça. Elle est montée toute rouge. Vous attendiez à quelque chose? Vous ouvrez mon livre, vous attendez à quelque chose ça veut dire que vous avez envie de lire quelque chose, vous cherchez quelque chose, mais bon sang, vous devriez avoir envie de vous perdre. Voilà. Comme moi, j'ai envie de me perdre quand j'écris un livre. Et bon sang, c'est ça, c'est ce délicieux déséquilibre qu'on trouve dans l'écriture et dans la lecture. Moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé d'échapper au temps. Je ne sais pas vous, j'en connais pas d'autre. On échappe au temps. Et c'est quand même un sacré projet humain, ça. Moi, je vous dis qu'on a bien fait de l'inviter. Hein. Je vous dis que franchement, je savais. Hein. Alors, l'arrivée d'Harry au chapitre 3 nous ramène au présent ordinaire, celui de la narration en cours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur un coup de tête, le romancier a acheté une ferme à l'écart d'un village perdu. Alors, je ne peux même pas vous dire à quel point je vous imagine acheter une ferme dans un village perdu. Enfin non, c'est comme ça. Coup de tête, mais pas tant que ça. Harry, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se couper du monde extérieur pour retrouver l'inspiration. Parce qu'en fait, il a été piégé par le succès de son premier livre. Il sait toujours écrire, mais vous l'exprimez très bien, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous cite, il avait été capable d'écrire, pas d'être oiseau, vent, déesse ou monstre. Donc, il avait appelé son second livre « J'écrivais », un petit peu comme une incantation, et je vous cite toujours, pour qu'enfin se remette en route sa main, pour de vrai, pour faire apparaître des images n'appartenant qu'à lui. Mais voilà, les images étaient usées et le texte nullement habité. Bon, j'avais lu un passage très très bien que je voulais lire un petit peu, si je le retrouve. Voilà. 5 ans maintenant que Harry n'a pas posé la moindre pierre, qu'il explore en vain la vacuité de son esprit immobile. 5 ans qu'il a le sentiment de faire sortir des lapins du chapeau et pas un seul oiseau. 5 ans qu'il n'a pas écrit une seule ligne qui lui appartienne, une de celles qui s'ajoutent aux autres en charriant leur propre vérité, non une qui se superpose. Il rendrait son avaloir sans aucune hésitation pour une simple suite de mots qui saisiraient la vie dans une forme nouvelle. 5 ans qu'il marche dans sa tête en quête d'une porte ouverte sur la phrase qui enflammerait la mèche des possibles. 5 ans qu'il cherche ce qu'il sait pourtant ne jamais trouver en cherchant. 5 ans qu'il se ment pour ne pas devenir dingue, prêt à tout effacer pour cette phrase, à quitter l'environnement qu'il a mis à mort avec son plus béat consentement, plus sûrement qu'une flèche en plein cœur. On comprend alors le symbolisme de l'hiver chez vous, cette immense page blanche sous laquelle repose la terre noire. Ce grand silence des jeux, il faut le faire fondre pour faire surgir la vie dans une forme nouvelle. Est-ce que je me trompe? Ou, je ne vous dis pas que je ne cherche pas à vous retrouver tel que... Est-ce que je me trompe? Ou Harry ne vous ressemblerait-il pas comme un frère dans cette quête de vérité qui seule fonde la création? Est-ce qu'il ne vous ressemble pas quand même beaucoup? Il y a deux possibilités. Si je vous dis non, je n'ai pas à répondre à la question et vous n'allez pas me croire. Et si je vous dis oui, il faut que je réponde. Et oui, c'est un questionnement. C'est aussi un livre sur la création, comment ça naît. Donc oui, je me questionne beaucoup sur ce qu'est la littérature, sur ce qu'elle... où elle nous mène. Et ce qui est... je crois en fait que je révèle une angoisse qui commence à monter, en fait, au fur et à mesure des livres que j'écris. Je ne veux pas me l'avouer, parce que je ne suis pas un angoissé, je suis pas... Et vous avez raison, je vis dans une ferme isolée. Oui, mais ça c'était sûr. Voilà. Est-ce qu'un jour, je ne vais plus avoir cette phrase-là, je ne vais plus avoir cette image mentale, ce flash émotionnel qui va enflammer les possibles. Voilà. Je commence à me poser la question. Je me dis, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu seras tenté par la
la tentation du manufacturier, comme dit Harry, c'est-à-dire fabriquer un meuble Ikea. C'est ça. C'est pas très compliqué, hein. Fabriquer un livre, c'est pas très compliqué, je vous assure. Hein. Donc, ce que vous venez de lire, c'est peut-être une angoisse qui commence à monter, parce que je ne sais pas ce que je ferai dans ce cas-là. Je ne sais pas. Si je porte plus de livres un jour. Et Harry, c'est pas du tout mon double, hein, et puis c'est pas du tout, comment dire, il est jeune, pas moi. Il a eu un immense succès avec son premier livre, pas moi. Mais en revanche, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Moi, j'ai publié très tard. J'ai eu un grand succès avec un livre qui s'appelait d'aucune femme. Et je me suis senti extérieur à ça. Parce que je ne vis pas dans ce milieu parisien, qui a un peu de l'entre-soi, etc. Il faut faire attention, il faut se préserver de ça. Et un jeune écrivain à qui ça arrive, moi je comprends qu'il explose en plein vol. Et après, on est tellement un génie, on est tellement formidable, exceptionnel, que on est tenté comme ça de reproduire une recette toute prête. Et ce qui préserve Harry, c'est qu'il a un papa, quand même, qui lui a mis des textes entre les mains et qui lui a, sans lui mettre la pression. Sans lui mettre la pression. Ah oui, ça c'est une belle relation, ils ont tous les deux. Et voilà, il lui dit voilà, si, écris. Et si tu n'écris pas, c'est pas grave. Si tu n'écris pas, c'est pas grave, mais si tu écris, eh ben, il faut que ce soit en lien avec des obsessions. Le reste n'est que vulgarité, il dit. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, la littérature, c'est quelque chose de très sérieux, de fondamental. Et il ne veut pas que son fils se commette. Et le fils se met plus la pression encore que le père. Alors il y a d'autres choses avec cette famille-là même, très aimante, mais comme toutes les relations entre enfants et parents, il y a beaucoup de choses non dites, et beaucoup de... Oui, enfin, toute ma vie, j'ai eu l'impression d'être une éponge. Ce que je continue à être. Donc, tout ce qui est révélé, quand Harry regarde ses parents comme ça, donc la mère en train de faire les mots croisés, son père en train de lire pour la énième fois le des steppes, et il replonge dans son enfance, quand il voit cette maison, ces massifs parfaitement alignés, etc. Ça lui parle de sa mère, ça lui parle de son père, etc. Donc il y a toutes ces projections-là, c'est pour ça que je vous dis que je suis partout et nulle part, moi. Mais dans ce questionnement-là sur la littérature, bien sûr que je suis à l'intérieur de ce questionnement. Alors, vous construisez votre roman en faisant alterner les chapitres consacrés à Caleb et ceux consacrés à Harry. Alors, il y en a un qui habite ce village, et sous des dehors taiseux et des gestes lents, il existe un trouble intérieur dû au mystère de son passé. Et le mystère de ce passé qui est tué par sa mère. Alors, les motivations de Harry sont plus claires en apparence. En apparence. Parce que chez vous, c'est toujours... En apparence, ça n'existe pas chez vous. Voilà. Donc, en apparence, on voit ça, mais son trouble, il viendrait de l'extérieur. Il se sent épié, il se sent immergé dans un environnement oppressant qu'il doit apprivoiser. Alors, il semblerait que la vérité des choses et des êtres se construise à travers la rencontre des blessures enfouies de l'un avec l'imaginaire de l'autre, où le paysage de neige, de brouillard et de silence, je dis bien un paysage de silence, serait la métaphore de ce secret enfoui de l'un et de la puissance de l'autre à renouer avec l'écriture. Je voudrais vous demander si vous n'êtes pas Franck, le troisième homme, en qui les choses se rejoignent et qui les accouche, ces choses, mais alors ici, magistralement. Est-ce que vous êtes le troisième homme de votre roman? Ou la brume, ou le chien. Oui. Celui qui fait le lien. Voilà. Oui. Voilà. Très importante, la brume, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, pour ceux qui l'ont lu, très très importante. Parce que c'est intéressant, ce triptyque, quand même. Je vais pas dévoiler la fin ni le sens, parce qu'après je me fais voir un crime, hein. Mais troisième homme, c'est vrai que bon,
Il y a Caleb, il y a Harry, et puis ce troisième homme. Moi, je me sens comme dans le rôle du troisième homme. Peut-être que je me Oui, trompe. ça me va bien, mais même parfois le quatrième et le cinquième. Oui, mais alors, si on revient au silence, Oui. effectivement, ça c'est très intéressant. Harry, quand on vient d'une ville, on ne sait pas ce que c'est que le silence. On entend du bruit. Moi, quand je suis arrivé, je descends du train, j'arrive à Paris, je n'entends que du bruit. Voilà. Quand je suis chez moi, j'entends pas plus le silence, ça n'existe pas le silence. Par contre, j'entends tous les sons. Le moindre goutte d'eau qui tombe de la gouttière, un oiseau qui chante dans le tilleul. Et quand on n'est pas habitué à ça, eh bien, on a l'impression, on fantasme tout, le moindre bruit. Donc ce pauvre Harry qui se retrouve dans cette maison, Il fantasme tout. il fantasme. Donc, vous, lecteur, vous ne saurez jamais. Au long du livre, vous allez le savoir, mais au long du livre, vous ne saurez pas si ce qu'il sent, ce qu'il voit, si c'est la réalité. Si les bruits, il y a une drôle de bruit qui viennent de cette ferme quand même. Les cognements. Et les cognements. Et quand il a des velléités de monter dans cette ferme pour enfin faire la connaissance de ce mystérieux Caleb, dont personne ne veut lui parler au village, on sent qu'il y a Il y a un truc là. il y a un truc, ouais. Et bien, il y a un chien qui l'en empêche. Ouais. Il y a un chien qui Un le chemin incroyable. il est très gentil ce chien, il veut pas. Donc il y a toujours voilà, un élément, ou la brume, ou le chien, ou ses propres fantasmes, son propre imaginaire qui se déploie. Donc il est, et c'est peut-être en ça qu'il y a quelque chose il y a un lien à faire avec l'écriture, c'est qu'il se met en danger. Voilà. Il se met en danger. Et quand on entre dans un livre, dans l'écriture d'un livre, on est perpétuellement en danger. Perpétuellement. Quand on entre dans l'écriture d'un livre. Oui. Oui. Ah oui, je crois aussi. Je crois que... On est dans le doute et en danger. Est-ce que ça va se terminer sans jamais s'achever? Parce que ce serait terrible d'achever un livre quand même. N'est-ce pas? Non, vous avez la perplexe quand je dis ça. Oui, c'est vrai que c'est toujours terrible d'achever un livre quand c'est un livre d'écrivain. Non, je veux dire, moi je parle de l'écriture. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le livre, ouais. Il faut bien le terminer. Mais sauf que les personnages n'en ont pas fini avec vous, ils n'en ont jamais fini. C'est pour ça que je dis que ça ne s'achève pas. Ça ne s'achève pas, oui. Voilà. Et il ne faut pas chercher à l'achever. Il ne faut pas chercher à en finir avec les personnages. Parce que si on a la tentation du chef-d'œuvre, c'est compliqué. Et non, il a terminé, laissez les personnages, il vous ouvre des passerelles vers un ailleurs, vers un autre livre. Ce qui fait qu'au bout du compte, quand je me retourne, je m'aperçois que Gus, il connaissait très très bien Rose. Il connaissait très très bien Virgile, Thérèse, Mathilde, Caleb, Abel, etc. Ils se connaissent tous. Et finalement, alors, si on devait faire une comparaison avec... puisqu'on parle beaucoup des arbres en ce moment, je crois que l'œuvre, c'est quelque chose comme un arbre, en fait, qui pousse. Vous avez les racines qui sont plantées dans l'enfance, c'est ancré vraiment là, tout se passe là. Et puis chaque livre est une branche. Et qui démarre avec ce petit bourgeon. Qu'est cette première phrase? Le gras du ciel, l'hiver, il était quelque part plus loin que les aiguilles de ma montre. Ce qu'il advint cette nuit-là, le ciel seul en décida. Voilà, c'est une branche. Et on ne sait jamais, ce bourgeon-là, comment ça va pousser. Voilà, ça va raser le sol, remonter, etc. On ne sait jamais. C'est ça qui est passionnant dans l'écriture aussi, c'est que moi je crois que les livres sont déjà écrits en fait. Ou alors le livre vous écrit. Le livre vous écrit. Alors moi je crois plutôt que le livre est écrit, parce que c'est pas et il y a cette étincelle qui met le feu aux poudres, cette première phrase, et qui fait que ça s'enflamme. Voilà. Sinon je vois pas comment ça pourrait se construire.
Ensuite, je pense qu'il y a des livres qui sont écrits dans ma tête déjà, mais qui ne rencontreront pas l'étincelle émotionnelle, c'est-à-dire ce petit fragment d'enfance là, qui éclate, et ça ne viendra pas un livre. Mais d'autres les écriront, c'est pas un problème. Mais je crois beaucoup à ça, voilà, que tout est là. Et preuve en est que je sais que Glaise, j'ai mis 40 ans à l'écrire. Je sais, j'ai le portrait de mon arrière-grand-père devant moi depuis 40 ans. Et puis à un moment donné, on dirait que c'est prêt. Qui sait ce qu'il a à me dire? Buveur de vent, c'était pareil, le Viaduc. L'homme peuplé, je pense que j'ai mis encore plus longtemps à l'écrire. Alors, au cœur de votre roman, il y a ce problème de la mémoire, hein, qui peuple l'homme à l'infini. Il y a un détail du quotidien, ce que vous disiez tout à l'heure, hein, et le souvenir fait irruption dans le présent. Tout est sujet à réminiscence chez vous. Et c'est pas un hasard quand même. Si la maison qu'achète Harry, elle est pleine d'un passé qui n'a pas été soldé par Paul. Il arrive dans une maison, il y a tout dedans, quoi. Et c'est le propriétaire d'avant. Et Harry, c'est ça que je trouve extraordinaire, il va revêtir la peau de mouton retournée, qui d'ailleurs le lendemain va avoir disparu de chez lui, la peau de mouton retournée qui semblait causer tant d'effroi à Paul, tout se mêle. Mais tout se mêle aussi comme cette montre du grand-père au poignet de Harry. Alors moi je ne résiste pas à vous dire ça. Harry a toujours le regard figé sur la montre de ce grand-père inconnu, cette montre qui ne sera jamais sa montre. En lui faisant ce cadeau, sa mère lui avait offert le mausolée de tout espoir et de tout désir. Le cadran a jauni avec les années. Les aiguilles dorées semblent se déplacer dans une eau saumâtre, non vers le futur, mais au contraire vers un temps abandonné aux portes d'un passé refoulé. Parce qu'entre oublier et conquérir, il n'y a pas d'espace. Deux projets qu'on ne parvient jamais à mener à bien, sinon en disparaissant, en s'extirpant de cette maudite substance épaisse et glauque, inaltérable, sans laquelle nous serions des êtres magnifiques, libres et sans orgueil, exempts de la crainte de mourir. Et bien justement, l'homme peuplé, là vous en donnez une assez bonne définition, est-ce que c'est pas encore plus cela? Un homme qui se débat dans cette maudite, je vous cite, hein, substance épaisse et glauque, où les fantômes du passé empêchent de construire le futur, avec quand même une fantastique mise en abîme du personnage écrivain et du romancier, qui va venir à bout de ces fantômes, mais il va en faire des chimères de son imagination. Est-ce que c'est pas ça aussi l'homme peuplé? C'est une question? Oui, non, je disais, c'est ma réflexion sur l'homme peuplé, titre sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Ah, c'est pointu, hein? L'homme se débat dans cette maudite substance, et ben c'est vous qui écrivez, hein, et voilà quoi. Et bon. Oui, non, mais oui, cette maudite substance, effectivement, c'est comment on peut s'en libérer. Alors, il y a toujours ce truc là, on est abreuvé aujourd'hui par les gourous de prêt-à-porter au bonheur, vous savez, truc, comment être heureux, comment être machin, truc, avec des voix, c'est insipide à la radio. Pardon, c'est insupportable, comme s'il y avait des recettes. Et ce truc, il faut être dans la vraie vie, vous savez, être dans la vraie vie. Vous savez faire ça? Être dans la vraie vie, habiter le présent comme ça, là, c'est très compliqué. On ne le sait même pas quand on habite le présent. On ne saura qu'après, comme Saint Augustin, le présent du passé. Moi, je connais qu'un temps, le présent du passé. Parce que ce qu'on vit, ça s'abreuve, forcément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on transpichonne comme ça. Et s'extirper de cette... Quand j'écris, moi, je m'extirpe, j'ai la sensation de m'extirper de cette masse, justement, du temporel, de toutes les constructions. Et je me dis, mais qu'est-ce qui te rend heureux au final? Est-ce que c'est écouter une conversation sur la météo avec quelqu'un qui... Voilà, ou est-ce que c'est de te plonger dans l'écriture? Voilà. J'ai pas la réponse, enfin, j'ai pas la réponse, pas une réponse globale. Mais je sais que moi, en tout cas, j'adore passer du temps avec des amis, à boire un verre de vin, etc., à refaire le monde. Mais qu'est-ce que je suis heureux aussi quand j'écris? Parce que j'ai l'impression d'ajouter quelque chose. À moi, vraiment. D'ajouter un peu de vie à la vie. De me soulever.
de me bousculer, de me chambouler, de faire de moi... Dérouter. Pardon ? De vous dérouter, mais au sens vraiment exact. Oui, dérouter. Oui. Changer de route, mais la déroute. Oui, alors j'espère que ceux qui sont partis avant-hier ne seront pas trop déroutés. Mais oui, c'est ça. Quand Harry répond à la question du journaliste, on m'a posé une fois, c'est quand même terrible question de pourquoi vous écrivez ? Oh, ça, c'est la question. Je lui avais répondu pour être un oiseau, comme un. Vraiment. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris. J'aurais pu lui répondre pour être un brin d'herbe, ou pour être Sarah, ou pour être Caleb, ou pour être Harry. Mais c'est vraiment pour ça. Et les animaux ont cette supériorité face à nous. On va y revenir là aux animaux, parce qu'il y en a beaucoup dans votre roman. Oui. Je m'en suis aperçu. En général, je m'aperçois des choses après. C'est souvent vous, lecteur, qui me les révélez, où je dis, j'essaie de paraître intelligent en faisant celui qui a tout compris, mais j'ai jamais tout compris quand je termine un livre, jamais. Mais pourquoi la neige arrive, j'ai compris assez tardivement que j'avais eu besoin de gommer la nature pour révéler les traces. Parce que les traces sont très importantes. Oui. Il y a toutes sortes de traces. Alors, ce qui est très oppressant dans ce roman aussi, c'est cet espace-temps immobile. Ce temps qui semble être arrêté, cet espace qui semble avoir tout englouti. Alors, on le disait tout à l'heure, parfois il y a des bruits, des cognements qui trouvent le silence. Il faut laisser affleurer ce langage des choses. Ça, c'est extraordinaire. Il faut apprendre ce langage pour en faire la matière vivante d'un livre. Et vous écrivez un très beau passage. On dirait que la maison étire ses membres longtemps endormis, s'exprime dans son propre langage, traduit à sa manière les voix et les sons que d'autres ont abandonnés à l'intérieur des murs, des meubles et du plancher. C'est exactement ça, mais on ne se rend pas compte. En plus de parler, peut-être que la maison écrit, que toutes les scarifications valent symbole, qu'ainsi elle raconte l'histoire comme les rides sur un visage. Ne pas brusquer les choses, apprendre patiemment ce langage, apprendre à toucher, sentir, regarder, écouter. Harry a le sentiment que la maison se nourrit aussi de sa présence, qu'elle le tolère dans ce but. Peut-être que sa raison vacille avec l'isolement, peut-être que les murs conventionnels de son esprit s'en trouvent peu à peu rongés, que des rouages insoupçonnés se mettent en action, dressés par le brouillard. Peut-être que les mots sont eux aussi en suspension dans la brume et qu'il faut leur laisser le temps de se mettre en place. Ça, c'est un passage fondateur de votre livre. Parce que ce roman, bien sûr que c'est l'histoire d'un homme qui se retire dans une ferme à l'écart de tout pour donner un souffle nouveau à son œuvre, mais c'est quand même une vraie réflexion sur la littérature. On le dit, mais c'est évident, une expérience du monde où il faut, c'est ça que j'adore vraiment chez vous, une expérience du monde où il faut consentir à perdre ses repères, où il faut désapprendre ce qu'on a cru définitif, ne pas en rester à l'état de grâce de l'aube noire. Cette aube noire, parce qu'il a eu du succès, voilà, mais c'est quand même oxymorique, c'est pas pour rien non plus ça. C'est pas la vraie aube, c'est quand même elle est noire. Bon, c'est pas l'aube habituelle. Donc, pas rester à cet état de grâce, partir en quête d'une vérité nouvelle, faire entendre une autre voix. Et je voudrais vous demander si les deux personnages de cette histoire, les deux personnages masculins, là, ne sont-ils pas construits en miroir? Et Caleb, il est un peu un double, ouvrant à Harry les portes de l'imaginaire. On est bien dans le phénomène du double, là. Oui, c'est une très bonne actrice. Hein. Oui, évidemment. Évidemment que c'est un effet miroir. Ouais. Et que la brume est un miroir sans teint pour chacun. Ah oui. Vous parlez d'ailleurs du miroir vaporeux. Oui, c'est exactement ça. Ouais. J'ai rien à rajouter. C'est bien. Exactement ça. Je suis arrivé jusque-là. Voilà, je fais la moitié de mon travail là. Alors, c'est vrai que les journalistes qui n'ont pas forcément lu le livre, ils disent qu'ils sont très différents. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. C'est éprouvant pour un auteur, ça. Pour un écrivain, c'est éprouvant, ça. De répondre à des questions quand, visiblement, on n'a pas compris le livre, quoi. Ah oui, il faut rester calme.
quand on lit un papier, on se dit, mais ça sort d'où? Parce que oui, c'est vrai qu'il faut, ça demande un peu. Alors, il n'est pas du tout chiant ce livre, je vous assure. C'est pas. Pourquoi je le rends chiant là? Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, c'est par rapport à la réflexion sur la littérature. D'accord. Je veux dire. Ça pourrait mettre des gens. Non, c'est un public très fervent, c'est des grands littéraires. Hein. C'est un livre, on est sous tension. Oui, ah oui. On est sous tension, ah oui. Il y a une espèce de suspense comme ça, parce qu'on ne sait jamais où on est, dans quelle réalité, si on est même. Je vous assure que tout est vrai dans ce livre. Ouais. Tout est vrai. Parce qu'il faut aller au bout pour comprendre ce qui se passe. Mais voilà, c'est pas qu'une. La fusée a plusieurs étages en fait. Il y a une réflexion sur la littérature. On peut le lire comme un livre à suspense, vraiment, savoir si c'est là vont se rencontrer et de quelle manière. Et aussi il y a des femmes, attention. Ah, on va y arriver là aux femmes. Ah, ça y est, j'ai pas manqué les femmes. Non mais c'est l'effet miroir là, c'est. Je crois que vous êtes la première à me le dire comme ça, et c'est exactement ça. Vous savez, que vous disiez ça, ça me fait plaisir pour 2 ans et demi. Voilà, que vous me disiez ça, 2 ans et demi de bonheur. Alors, on va revenir quand même à ce double nécessaire à l'écrivain que Borges appelait El Otro, et Rimbaud aussi, il écrivait « Je est un autre ». Donc, ce problème du double, il m'a quand même un petit peu interpellé, et je voudrais lire à nouveau pour qu'on entende ce magnifique travail que vous faites là. Son père lui avait expliqué que l'auteur créait des personnages ayant pour mission d'explorer un espace littéraire, de trouver une nouvelle planète. Cette planète devrait alors posséder suffisamment de caractéristiques communes avec notre bonne vieille Terre pour être habitable. Cette planète ferait littérature, celle qui place la vérité des personnages plus haut que tout, pas celle qui se raconte, pas celle des idées ou des sujets. La littérature imprégnée de mythes et de légendes, inféodée au corps qui chute et aux malheureux qui résistent, celle qui redistribue les cartes du réel, celle qui triche avec un as dans sa manche. J'adore. Une littérature universelle, sans frontières rassurantes. Sans frontières rassurantes. Shakespeare, Homère, Proust, Woolf, Faulkner, Virgile, Yourcenar, Sabato, Eliot, Whitman, Hugo, Mallarmé, Dickinson, Dante, Milton, Colette, Yeats, ceux qui viennent en première à l'esprit de Harry, ceux qui savaient se tenir droit sur la crête, ceux qui ne marchaient pas à l'intérieur des terres en décrivant des paysages déjà décrits et en parlant à des statues de sel. Lorsqu'un sujet se présente à Harry, il en repousse les assauts, comme Saint-Michel le dragon. Son père lui a appris à s'en méfier. Il ajoutait qu'un auteur ne devrait pas écrire une seule ligne qui ne soit en rapport avec des obsessions profondes. Il faudrait remonter à leur source, creuser au même endroit, inlassablement. Depuis l'aube noire, l'autre s'est tu. Là, quand même, c'est quelque chose. Donc, ce double auquel je reviens, vous dites donc que la littérature, c'est pas celle qui se raconte, pas celle des idées, pas marcher dans des terres rebattues, en lien avec des obsessions profondes. Sinon, c'est un divertissement, la littérature. Alors, l'aube noire, c'est né d'une image inaugurale que vous appelez génésiaque, de la peur d'un enfant qui a rapatrié ses démons. C'est pourquoi le titre interpelle, parce que ce titre, c'est l'aube d'avant l'aube. C'est pas le cliché de l'aube qui édulcorerait cette vérité qu'Harry voulait dire. Et on voit bien, c'est cet oxymore qui montre le choc du réel avec l'imaginaire, l'aube noire. Mais au fond, lorsque Caleb pénètre chez ce nouveau voisin, à son insu, et qui fulmine contre les écrivains, je vous cite, remplis de courants d'air, est-ce qu'il n'exprime pas, sans le vouloir, la même chose qu'Harry? Forcément, moi qui ai lu, je me dis, je comprends bien qu'il exprime la même chose. Exprime-t-il pas, sans le vouloir, la même chose qu'Harry? Différemment, mais c'est exactement la même chose. C'est la même chose. Hein. Quand Harry parle de la littérature qui se raconte, oui, c'est exactement ça. Oui. Parce qu'on est un peu là-dedans, hein, aujourd'hui. On a des journaux intimes, des documents personnels déguisés en romans. Mais on n'a plus beaucoup de romans aujourd'hui. On parlait de Sorge, qui fait du roman, même à partir d'expériences personnelles. Mais sinon, j'ai regardé les listes de prix récemment, c'est assez terrifiant quand même. Quand on met le nez dedans, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, mais Claude
Simon disait que tout livre, enfin toute littérature, le sujet de tout livre, c'est l'écriture. Ça doit être l'écriture. Bien sûr, tout est cette forme. Parce que c'est une expérience. Bien sûr. C'est une expérience, et pas au sens je me lance dans un truc expérimental, pas au sens expérimental, au sens expérience de lecture vraiment. Parce que vous parliez de la page blanche, et ça c'est très juste aussi, de la page noire en fait, ce qu'il y a de noir, la terre noire qu'il y a dessous, parce que c'est pas la page blanche qui doit faire peur à un moment donné. Il ne faut pas penser qu'on pourra révolutionner la littérature comme ça, avec son génie personnel. Non, non. Le premier travail d'un écrivain, c'est de lire. Et de ramasser des pierres. De ramasser des pierres d'écrivains qui vous... J'allais dire qui vous parle, qui vous touche, qui révèle quelque chose. Voilà. Et ça, c'est différent en fonction des écrivains. Moi, voilà, je sais quelle pierre j'ai ramassée. Faulkner disait, nous sommes des pierres de tombe. Et puis avec ça, on essaie de construire sa propre maison. Moi, j'ai ramassé des pierres de Homer, ouais, de Stevenson, de Shakespeare. Et puis voilà, j'essaie avec ces petites pierres, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, c'est un peu grandiloquent, mais le style, c'est-à-dire votre grain de voix, qui est ni plus ni moins que, alors je ne sais pas faire la différence, moi, entre l'émotion et finalement un peu de folie. Il faut un peu de folie. J'ai toujours pensé qu'un humain sans folie était un humain incomplet. Et avec ça, c'est ce qui fait le lien, cette espèce de ciment, des pierres que vous avez ramassées, et vous montez votre maison qui ressemble à aucune autre, mais auquel on a emprunté malgré tout. Bien sûr. Mais elle ne ressemble pas aux autres. Et l'ambition, c'est que ça tienne debout. Et qu'on ait le temps d'y mettre un toit là-dessus, que ce soit à peu près étanche, ça ne prenne pas l'eau au cours du temps. Ça, c'est, en général, on ne le voit pas. L'idéal, c'est que ça prenne, ça dure un petit peu, quoi. Voilà, la littérature, écrire, c'est se nourrir en permanence. Alors, plus on vieillit, moins on ramasse de pierres, parce que c'est de plus en plus compliqué de lire quand on écrit, parce qu'on a tendance à être de plus en plus exigeant, et comme on a ramassé les pierres qui nous faisaient besoin, et c'est pas facile de renouveler, hein, il arrive de plus en plus souvent aujourd'hui que je retourne ramasser des pierres dans les mêmes livres. C'est ce qu'on appelle la relecture. Et je n'aurais pas parié ça il y a 20 ans. Je disais à des copains qui relisaient, je leur disais, mais vous perdez votre temps, il y a tant de choses à lire. Et si je m'aperçois que c'était moi qui avais tort. Ouais, je crois. Ouais. Parce qu'il y a des livres qui sont inépuisables. Voilà. Vous pourrez les lire, on en avait déjà parlé, 3, 4 fois, vous ne relisez jamais le même livre. Ça, ce sont les chefs-d'œuvre. Et des chefs-d'œuvre, des livres comme ça, des auteurs. Parce que oui, il faut quand même penser que il y a des auteurs à part entière, c'est-à-dire qui ont construit une œuvre, et puis parfois il y a un livre. Et ces auteurs-là, ils vous suivent toute votre vie. Ils ne sont pas nombreux. Il y en a 10, 15, allez, 20 maximum. Je crois, ceux qu'on garde vraiment. Et puis il y a tous ceux qui vous ont permis, ce sont des chemins de traverse qui vous ont permis d'arriver à ces auteurs-là. Et ils sont aussi importants. Jules Verne, par exemple, est un auteur important pour moi. Je suis incapable de le relire aujourd'hui, mais c'est un auteur important. Il m'a permis d'arriver, je me souviens, très vite à Hugo, à Victor Hugo, que je garde. Victor Hugo, c'est immense. Dumas m'a permis, comme ça, d'arriver à d'autres feuilletonistes, et Dumas, j'aurais du mal à le relire. Aujourd'hui. Donc je suis peut-être digressé. Mais... Pas du tout, si vous ne dégagez pas dégraissé du tout, c'est passionnant. C'est passionnant. De toute façon, est-ce qu'on est franchement là pour répondre aux questions? On est là pour plein de choses, mais pas que pour répondre aux questions.
Alors, je vais quand même vous poser ma 9e. Hein. Le schéma narratif de votre roman, il y a une alternance donc entre les chapitres consacrés aux deux personnages, Caleb, Harry. Mais il se fonde sur une autre alternance, des moments vécus dans le présent avec les réminiscences du passé. Alors, il y a l'ombre de la mère de Caleb qui plane sur lui, il y a ce poids d'un lourd secret enfoui, mais sur Paul aussi, le propriétaire de la maison achetée par Harry. Il est effrayé, lui, en retrouvant cette peau de mouton retournée dans l'armoire de son ancienne maison, et cet effroi va se prolonger avec Harry, puisque Harry va endosser cette même veste pour se protéger du froid, et qu'elle a disparu le lendemain. On comprend bien, donc, que cette analogie entre ce paysage enneigé qui masque tout, et cette surface ordinaire des choses qui masque des démons qui empêchent de vivre ce temps présent, qui est suspendu. Mais est-ce qu'un roman ne pourrait pas être considéré comme cette attente de l'explosion, cette attente magistralement orchestrée par vous, cette lenteur, ce sentiment d'enlisement avec les signes avant-coureurs du cataclysme à venir? Est-ce que ce roman, il n'est pas en attente de l'explosion? Ce roman et tous les romans, est-ce qu'on n'attend pas une explosion? Comme chez Garcia Marquez, qui est le plus grand écrivain du monde. Mais pardon, Franck. C'est vrai? Ah oui. Il faudrait qu'on discute alors. Oui, mais bien sûr. Oui. L'attente de l'explosion, on sent. Hein. Mais ça, c'est lié à la façon d'écrire aussi, de travailler. C'est-à-dire que, comme je ne sais pas, cette tension, elle monte, et à un moment donné, c'est obligé. La lame va se fracasser. Voilà, c'est ça. Contre le rocher, c'est pas possible autrement. Mais ça me vient aussi de... J'ai un certain goût pour la tragédie. Les Grecs notamment, etc. Ce truc-là qui monte comme ça, et puis on sait que les humains, ils vont déguster quand même à un moment ou à un autre, mais c'est la vie. Merde, je voulais dire quelque chose. C'est fou, comme vous peignez bien cette attente. L'attente, on sent qu'il va se passer un truc. Oui. En fait, je crois que il y a cette scène fondamentale, j'en révèle rien, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui est construite comme une scène de tragédie antique. C'est quand Caleb est derrière la porte et que quelqu'un veut qu'il ouvre la porte. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans la réalité, Ouais. et puis aussi il y a une autre voix qui interfère. Là, on est dans la tragédie. Ouais. Et le troisième homme, là, il est pas loin aussi. Oui, le troisième homme, il n'est pas loin. Mais oui, ce truc-là qui enfle, et puis qui va exploser, qui va révéler des choses, et aussi qui va garder une part de mystère. Et une part de mystère qui vous appartient à vous, qui vous appartiendra. Vous en ferez ce que vous voudrez, cette part de mystère. Mais en tout cas, moi, je sais exactement où se situe le réel, ou plutôt où se situe ma vérité. Parce que si vous vous embringuez là-dedans, je vous fais entrer dans ma vérité. Donc, oubliez tout lien avec votre propre réel, etc. Je vous emmène dans une histoire. Ça, c'est le projet romanesque, c'est ça. Je vous embarque dans une histoire. Et oubliez-moi. Oubliez celui qui est venu parler ce soir. Alors, comme souvent chez vous, ce roman fait la part belle à la nature. C'est une nature toujours rude, mais cette nature, elle n'apparaît pas comme un décor, c'est un personnage, à part entière. Alors, c'est l'hiver, on a bien compris, sauf dans le souvenir, il fait froid, les jours tombent vite, les nuits sont ponctuées par des bruits inquiétants, et les jours sont scandés par cette vie de la nature et des animaux. Parce que Caleb piège des oiseaux pour les manger. Alors ça m'a beaucoup bouleversé, moi qui suis militant de la cause animale, mais heureusement c'était pour les manger, donc voilà. La brebis accouche de 2 agneaux, dont elle rejette le plus jeune. Il y a aussi ces 2 chiens, parce que bon, je sais bien que c'est pas juste ma phrase, mais bon, on va le dire comme ça. Il y a ces 2 chiens, dont l'un interdit le chemin à Harry. Vous êtes très forte. Caleb, il va sauver, soigner, nourrir une renarde prise au piège. Quel beau moment aussi, cette renarde prise au piège, qui, une fois libérée, va revenir lui dire au revoir avec 4 petits turbulents renardeaux, et qui sera là aussi à la fin quand il sera agressé. Il y a le chiot d'Emma, qu'il va soigner parce qu'il a le don de guérir. Il y a la dame blanche, le hibou, la chouette, qui le veille après son agression.
Et puis, il y a surtout ce bélier retrouvé dans le puits. La vie quotidienne, elle est montrée dans sa rudesse et son prosaïsme, mais chez vous, on a le sentiment qu'elle peut révéler une extraordinaire beauté. Et je suis persuadée que ce livre trouvé par Harry, Les Mémoires d'un paysan au XXe siècle, il a une fonction initiatique. Ah ben oui, fondamental. Il y revient trop souvent pour avoir... Ah oui, et puis quand on arrive à la dernière page, on a dit, ah oui, je comprends mieux. Oui. Le lecteur se dira ça, je comprends mieux pourquoi il lisait autant ce livre. Voilà. Oui, mais non, là, je ne peux pas en dire plus. C'est pas possible. Donc, il y a une fonction initiatique. Ah oui, complètement. Alors, d'ailleurs, il l'appelle sa Bible paysanne. Sa Bible paysanne, oui, c'est ça, sa Bible paysanne. Et puis alors, il y a les femmes. On est bien obligé d'arriver aux femmes parce que ce n'est pas une mince affaire. Dès le début du texte, vous évoquez cette Ophélie que Caleb ramena un jour à la maison et que sa mère chassa, faisant un malaise qui la conduisait à l'hôpital où elle mourut un peu plus tard. Puis on rencontre l'épicière du village, Sophia. Alors les noms, je vous avais déjà dit ça dans Buveur de vent, vous commencez tous par les DM, vos personnages. Et là, Sophia, ça veut dire la sagesse quand même, dont le comportement étrange parfois semble masquer quelque chose. Mais il y a eu aussi une femme dans la vie d'Harry, dont le souvenir le traverse quelquefois. Et ce qui reste de cette femme, Épiphanie, un nom prédestiné entre tous, c'est une phrase qu'elle a laissée sur la table en le quittant. « Mes yeux se sont usés à guetter ta promesse ». Ça, c'est des phrases magnifiques. « Mes yeux se sont usés à guetter ta promesse ». Et puis il y a Emma, une sorte de révélation du beau, mais que Caleb refuse de toutes ses forces parce que sa mère lui a dit qu'il ne fallait pas s'occuper des femmes. Dans cet univers d'hommes, les femmes qui sont avec des noms prédestinés, est-ce qu'elles ne sont pas le signe d'une promesse à laquelle il faudrait, j'insiste bien sur ces mots, savoir, pouvoir, vouloir s'abandonner pour qu'elles endossent la douleur des hommes, comme vous dites? Est-ce que ces femmes, elles incarnent pas, elles sont pas une promesse, quoi. Cette promesse que les hommes, ils ont du mal à s'abandonner, tout le temps d'ailleurs. Ils ont du mal à s'abandonner pour qu'elles endossent la douleur des hommes. Et pourtant, ici, sont magnifiques, ces femmes. Oui, parce que c'est aussi une histoire d'amour, ce livre. Ah oui, c'est une histoire d'amour. Et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire aussi de comment une mère peut avoir une emprise sur un fils À ce point, et l'empêcher. Mm. Alors que lui, il est beau comme un dieu, ce fils. Il attire plutôt les filles. Et c'est pas un sorcier bossu. Et oui, parce qu'elle fait peser sur lui quand même l'idée d'une malédiction. Il ne faut pas que ça continue après lui. Et elle ne veut jamais lui expliquer pourquoi. Alors les femmes, oui, les femmes, elles révèlent. Elles sont les déclencheurs, à chaque fois, de l'histoire, toujours. Sinon, les personnages, ils restent sur leur ligne directrice, comme ça. C'est le cas de Caleb, c'est le cas de Harry aussi, mais Harry, quand même, depuis qu'il va au village et qu'il rencontre cette... il est obsédé par ce mot que lui a laissé cette femme. Longtemps, mes yeux se sont usés à guetter ta promesse. Et il comprend pour la première fois qu'en même temps, que c'est un mot de rupture, c'est une déclaration d'amour. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on se pose la question aussi. C'est quand est-ce qu'on est capable d'accueillir la vie, quand elle se présente, d'accueillir l'amour, etc. Et lui, en fait, il s'aperçoit qu'il n'a pas été capable de l'accueillir. Parce qu'il était dans autre chose. Il était dans l'écriture, il était dans la littérature. Voilà. Et c'est-à-dire que quand on est... Et ça, c'est un questionnement, c'est pas une psychanalyse, mais c'est une réalité. Moi, je sais que quand j'écris, j'écris aussi quand j'écris pas. Et je suis absent au monde. Et je m'en rends pas compte. Parfois, je dîne, et puis on me dit, mais on est là. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est et je crois que les femmes, justement, dans l'histoire-là, voilà, elles secouent les hommes. Voilà, ouais.
elle est rebelle à un moment donné. Et les personnages les plus importants du livre, parce qu'on a parlé beaucoup de Caleb et de Harry, c'est pas eux, c'est Sarah, et c'est, on va dire, Sophia, d'accord. Ce sont les deux personnages. Et alors, mais elles sont très mystérieuses, elles sont très différentes l'une et l'autre. Cette Sarah qui est rêche, complètement, mais on sent une tendresse infinie derrière. On sent qu'elle veut protéger son fils. Il y a cette scène de l'hôpital quand il lui amène des fleurs. Ah oui, oui, magnifique, oui. Et Sophia, c'est étrange. Elle fuit toujours. Et elle a un... Je fais attention à ce que je dis. Hein. Elle a un mouvement comme ça de recul quand Harry lui dit où il habite. Et alors là, elle va prendre de la distance, elle va essayer de le faire parler lui. Alors que lui, il veut essayer de la faire parler elle. Et puis, comme dans la vie en général, il y a toujours des gens qui nous veulent du bien. Et il y a un personnage qui veut du bien à tout le monde, pour les magistrats du village. Et tout ça, ça fait une petite tragédie, tout ça. Alors, je reste encore un instant sur les femmes. Parce que, même si dans ce texte est assez rude, la part faite à l'amour est très très belle. Alors, les hommes, ils ont peur du désir qui aliène, de l'emprise des femmes, mais il y a des emprises qui libèrent d'autres liens. Ceux dont les mères veulent entraver leur descendance, par exemple, comme Sarah, on l'a dit. Alors, il y a deux femmes essentielles, Emma et Sophia, dont les noms sont source de bien. Sophia, la sagesse, Emma, celle qui est avec Dieu, et c'est quand même pas un hasard. Si Emma marche, je vous cite, comme on danse avec la nature sur un pas enneigé par la brise. Vous entendez ça? Comme on danse avec la nature sur un pas enneigé par la brise. Enseigné par la brise, pardon, excusez-moi. Ce n'est pas un hasard si, je vous cite, elle est une harmonie supplémentaire accordée au chant du monde sur le chemin de la combe. Et c'est tout de même pas un hasard si Sophia l'épicière emmène Harry sur une colline où est juchée la chapelle de la Madeleine, lieu de d'élévation s'il en est. Est-ce une coïncidence si vous écrivez, franchement, c'est une des plus belles phrases de ce roman à mon goût. Hein. Je trouve que c'est magnifique. Est-ce une coïncidence si vous écrivez, parce que les femmes, en vérité, ça ne veut rien dire pour un homme, avant qu'il ne rencontre celle qui supprime le pluriel. Non mais ça c'est magnifique. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de cette phrase. Je répète. Parce que les femmes, en vérité, ça ne veut rien dire pour un homme, avant qu'il ne rencontre celle qui supprime le pluriel. Alors en contrepoint féminin, il y a Ophélie et Épiphanie. Ça c'est des essais d'amour inachevés. Mais les femmes qu'on aime, est-ce qu'elles n'ont pas le don de ramener à la lumière les fantômes qui nous constituent, on appelle des souvenirs ou des secrets? Est-ce qu'elles n'ont pas la force de nous remettre le temps en marche vers d'autres lendemains? Et je me demande si ce n'est pas les femmes qui devraient écrire des contes de fées, franchement. Oui. Elles remettent Non, le monde en marche vers les je lendemains. réfléchissais en même temps parce que... Mais oui, parce qu'on peut s'accorder sur la beauté d'une femme, la beauté d'un homme. Ouais. Mais il y a un truc qu'on n'a pas, nous les hommes, et c'est pas pour casser dans le sens du poil. Hein. On n'a pas la grâce, nous. Non. On n'a pas la grâce. Ouais. Alors que c'est un mot féminin, c'est pas pour rien. Et donc, elles sont capables de ramener à la lumière tout ça, remettre le temps en marche, ouais. avec une finesse, une beauté. Oui. Et c'est très inconfortable pour un homme. Ouais. C'est très inconfortable, parce qu'on l'amène dans une forme de continuité, souvent. Ouais. Et il n'a pas forcément envie de ça. Donc c'est un... Et je valide totalement cette phrase de supprimer le pluriel. C'est voilà, l'ambition d'une vie, c'est ça. Mais pour une femme aussi, on peut la mettre au masculin aussi, cette phrase, non? Oui, on pourrait. Ça s'appelle... Ouais, on pourrait. Je pense qu'on pourrait. Ouais. Derrière tout ça, il y a aussi ce problème de l'abandon. L'homme, il n'est pas fait pour s'abandonner. Vous savez, l'homme, il est fait, je dis ça très très souvent, c'est très difficile que les hommes et les femmes arrivent à coïncider merveilleusement comme ça, parce que l'homme,
il est fait pour la conquête, et la femme pour la quête. La conquête, ça se termine, et la quête s'infinit. Comment voulez-vous que ça puisse marcher entre nous? Pas entre vous et moi, mais entre nous, et les femmes. Il faut trouver des formes d'entente comme ça. Oui. Voilà. Mais oui, forcément, on ne fonctionne pas du tout sur le même. Même moi, il y a des moments magiques. Il y a des moments magiques, et là, celle qui supprime le pluriel. Alors, dans ce roman, vous orchestrez la confusion, un désordre qui, au fond, est très rigoureux, où se mêlent donc, on a vu le présent, les souvenirs, le rêve se surimpose au réel, un chien peut en cacher un autre, une femme peut en cacher une autre, un prénom peut en cacher un autre. Là, vous voyez, je navigue pour un. Alors, la brume, la neige, la nuit, ça trouble les contours, on croit avoir vu, on croit avoir entendu, un chien semble avoir peur, il y a un chemin qu'on parcourt sans arrêt d'une maison à l'autre, il y a deux maisons quasi jumelles à chaque bout de la combe, comme si c'était le reflet l'une de l'autre, et puis il y a les fleurs de givre, ça c'est vraiment du Frank Buist alors, je peux vous dire. Les fleurs de givre sur la vide qui enfantent une créature démoniaque. Et Harry va s'imprégner au fil des jours des mystères qui l'environnent. Il va dérouter, mais au sens très fort de déroute, sa vie bien tracée et se laisser gagner par les chimères. Alors, même si ça peut sembler paradoxal, est-ce qu'on doit penser, comme vous le dites, que pour accéder au réel, il faille traverser donc un miroir vaporeux? Est-ce que la vérité romanesque, elle doit déboucher sur une dimension sans repère connu? Je pense que oui, d'après ce que vous avez dit. La vérité romanesque, est-ce qu'elle doit déboucher sur une dimension sans repère connu? Repartir, voir les mêmes choses mais les voir autrement. Est-ce que c'est ça, la création romanesque? Ah, évidemment, évidemment. C'est d'ailleurs ce qui nous soulève, je disais tout à l'heure. C'est pas reproduire à la perfection, si on prend l'image d'un peintre, le peintre du dimanche va reproduire à la perfection c'est une église, c'est une cathédrale, Saint-Malo? Cathédrale à la perfection, avec la moindre mousse, etc. Bon, on faire une photo. Non, c'est Monet. Ouais. C'est Monet qui fait parler la lumière, vraiment. C'est Van Gogh. Voilà. C'est-à-dire que c'est un fragment de réel qui est traversé par toutes sortes d'émotions. C'est ça, c'est ça. Je parlais de folie tout à l'heure, mais alors... C'est ça. Et la vérité dont je parlais, elle est là. C'est la toile que vous avez devant vous, qui vous révèle. Alors, vous y souscrivez ou pas, on peut ne pas aimer aussi. Mais en tout cas, ça ne peut pas laisser indifférent. Il vous décale votre sensation de réel, la façon dont vous voyez les choses, dont vous les ressentez, etc. Il décale. Voilà. Et l'art, ça sert à ça, sinon quoi? Ça me fait penser à cette dame qui me disait devant l'église d'Auvers-sur-Oise, je ne sais vraiment pas où Van Gogh a vu ça, quoi. Oui. Je lui ai dit pourtant, je crois qu'il a vu, vraiment. Il dit, mais regardez, ça n'a rien à voir. Elle avait la toile, enfin, une carte postale, elle me disait, mais c'est n'importe quoi ce qu'il fait Van Gogh. C'est pas du tout. Ça m'a déprimé. C'est moi, j'étais... Déprimant. Quelqu'un comme ça devant des toiles de soulage qui disait, oh, c'est noir. Ah oui. Et ben oui. Il ne faut pas jeter la pierre, mais... on me disait, il a disparu il n'y a pas longtemps, on me disait c'est le peintre du noir, non, c'est le peintre de la lumière. Ben oui, bien sûr. Ouais. Mais voilà, il faut... Mais voilà, l'art, c'est ce qui nous... Enfin, je ne sais pas, vous pourriez vivre sans art? Non. Non, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. Ça nous... C'est justement... si on revient à la littérature et ce qui se passe un peu aujourd'hui, on parlait clairement de littérature qui se raconte, on peut citer le mot autofiction, par exemple. Je ne sais pas, mais moi, ça me cloue au sol. Ça me ramène à une réalité qui a été vécue par quelqu'un qui ne m'intéresse pas. Si les gens veulent faire une psychanalyse, ils peuvent la faire, mais ça me cloue au sol. Vraiment. Et je ne demande pas ça à l'art.
justement, je demande à l'art de me faire m'oublier. Et je veux oublier celui qui a écrit aussi. Je ne veux pas y penser une seule seconde. Je n'ai pas envie de savoir que c'est un tel qui a, dont le petit frère ou la petite sœur a eu des problèmes de santé. Je n'ai pas envie de savoir ça. Et Deleuze le disait dans les années 80, il disait, vous verrez, la littérature, ça va devenir une histoire de petites affaires personnelles. C'est ça. Dans les années 80, il dit ça, dans son abécédaire. Et comme il avait raison, le fameux Gilles. Mais c'est une histoire de journaliste, encore une fois. Ils se sont créés un espace littéraire. Je digresse, mais donc, dans lequel ils sont. En général, je parle toujours du journalisme littéraire. Tout le monde rêve d'écrire des livres maintenant. Tout le monde en écrit. Mais il y a aussi c'est une différence. Mais il y a un type qui écrit Confiteor. Voilà. Il s'appelle Romain Cabré. Il y a un type qui écrit Anima qui s'appelle Wajdi Mouawad. Je parle de mes contemporains. Voilà, il y a des types comme ça. C'est une expérience. Ils vous prennent par le romanesque et par la langue. Ils vous amènent dans un truc que vous n'avez jamais vu. Confiteor, moi j'ai jamais vu un truc comme ça. Mais qui change de temps dans une phrase. C'est prodigieux sans jamais vous perdre. Le poème de Ness. C'est ça, sans jamais nous perdre. C'est ça, parce que c'est pas seulement le truc. Complètement. Le surgissement de ton inspiration, c'est génial. Non, c'est le travail. Bien sûr. Il y a quelque chose de mystérieux comme ça qui vous arrive, qui est de l'ordre du jaillissement. Mais c'est du travail. Il faut y aller tous les matins, je vous assure. Il faut y aller à sa table. Bien sûr. Il faut s'y mettre. Et pas attendre l'inspiration divine, la muse, comme ça. Non, c'est du travail. 10% de génie, 90% de... Cela disait ça, c'est en faisant que je trouve ce que je cherchais. C'est en faisant. Alors, je vous pose encore 2 questions. Vous donnez une grande importance aux objets, qui au fond constituent des signes tout au long de ce voyage vers la révélation. Alors, il y a d'abord cette chaise, sur laquelle s'asseyait Sarah, et sur laquelle, après sa mort, s'assoit son fils. Ce manteau de peau de mouton retourné, le fusil dont s'arment les 2 personnages. Alors, l'un c'est pour chasser, l'autre c'est pour se défendre. Et puis il y a ce mouchoir laissé par le vagabond. Je ne vais pas parler du vagabond parce que voilà, on ne va pas tout dire. Que Caleb met machinalement dans sa poche. Et puis alors, il y a cette photo qui traîne à son attention dans le bureau de Sophia. Elle l'a laissée exprès. Cette photo posée à l'envers avec un Z, je ne dirais pas ce que c'est que ce Z, inscrit au verso, que reconnaît immédiatement Harry, et qui renvoie à la première image du roman. Et bien sûr, le puzzle va se mettre en place par la voix de Sophia, le passé heurte le présent. Harry est immergé dans un monde qui n'est pas le sien, dans une histoire qui n'est pas la sienne, mais qui la touche de plein fouet par bien des côtés. Cette histoire, il va peut-être désormais la raconter. Peut-être a-t-il commencé à le faire. On avait déjà une révélation de ce type dans Les d'aucune femme. Alors je voudrais vous demander si à travers cette révélation d'un secret familial terrifiant, un romancier n'accomplit pas sa propre épiphanie. Et est-ce que l'écriture, elle n'est pas toujours un voyage initiatique vers soi, peut-être géographique et spirituel en même temps? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il n'accomplit pas sa propre épiphanie, le troisième homme? Bien sûr, mais il n'en a pas conscience pendant qu'il le fait. Voilà. Mais bien sûr. Et il va vers soi. Bien sûr. Bien sûr, il creuse. Voilà. Il descend en soi. Il descend. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je parlais de porter les livres. Ouais. Mais il faut descendre. Il faut descendre et parfois très profondément. Et ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Et qui peut être, pas pendant qu'on écrit, déroutant. C'est jamais déroutant. Parce qu'il y a un tel niveau d'absence il y a 2 moyens d'écrire des livres. Soit vous vous mettez en projet de devenir un personnage que vous construisez, soit vous vous laissez posséder par le personnage. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Et quand on relit des pages, là on se pose des questions. Jusqu'à quel point je suis descendu profondément en moi?
Et d'aucune femme, je suis descendu très très profondément. On parle d'obsession, de révolte, de toutes ces choses-là. Ça ne révèle pas quelque chose de moi. Je veux dire au sens humain. Ce que ça révèle, ce sont des questionnements, ce sont des révoltes, ce sont des obsessions qu'on ne réglera jamais. Celui qui veut écrire, qui écrit en voulant faire une thérapie, à mon avis, il faut arrêter tout de suite. C'est tout sauf une thérapie, écrire. C'est même tout le contraire. C'est prendre conscience d'une maladie dont on ne guérira jamais. Une maladie qui est... Enfin, une maladie, ça m'embête d'utiliser ce mot-là. Ça peut être une maladie, et puis ça peut être parfois... puisque c'est l'enfance. Ça peut être aussi je disais que ça peut aussi bien caresser que brûler. Mais ce qui surgit souvent, ça brûle. C'est marrant, hein? Ouais. C'est ce qui n'a pas été réglé, ce qui ne sera jamais réglé. C'est-à-dire ces émotions-là dont on n'a pas su quoi faire. Parce que quand on est enfant, je parlais d'éponge tout à l'heure, on éponge tous ces... En plus, dans le milieu d'où je viens, moi, comme ce sont des fameux taiseux, et ils parlent, hein, mais ils ne disent pas. Mais c'est ça. Mais ils disent pas. Et oui, qu'est-ce que vous faites? Vous interprétez. Donc c'est le nid du secret, tout ça. C'est le nid du mensonge. Et finalement, vous êtes aussi... Vous construisez avec ça. Et voilà. Comme cet enfant qui dit « j'aurais dû mourir à 5 ans, ça serait déjà fait ». C'est une belle première phrase, ça. Je vais lire le livre derrière, mais oui. J'avais voulu mourir à 5 ans pensant que ce serait toujours ça de fait. Vraiment. Ça augure quelque chose. Et c'est vrai que c'est voyage initiatique dans tous les sens du terme. On parcourt les chemins, on va se perdre là-bas, on revient, le chien ne veut pas qu'on passe. On voit bien, tout ça, c'est la métaphore de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est une très belle métaphore qui m'amène à ma dernière question. C'est pas que je veux vous poser la dernière, mais on n'a pas le droit de dormir ici. Et bien désormais, il restera au lecteur de L'Homme peuplé à voir comment s'articulent 3 histoires. Moi, je dis rien de plus. Celle d'un homme, Harry, qui se retire à la campagne pour écrire, celle d'une tragédie passée, dont certains personnages existent encore, et la reconstruction qu'en fait l'écriture. Alors, juste un extrait. La reconstruction qu'en fait l'écriture, magnifique. Voilà, je ne vais rien dire de plus. Alors, il me semble qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici. Pour la première fois, Harry a le sentiment d'appartenir à ce pays, maintenant qu'il a accepté de croire aux fantômes qui le peuplent. Il a enfin retrouvé le doute sublime qui l'efface et l'invente. Le doute sublime qui l'efface et l'invente. Par les mots et la grâce des mots, par ce qu'il voit, par ce qu'il sent, et qui devient. Qui devient. Donc, l'épilogue de votre texte, c'est une lettre qui est non signée, une très belle lettre, qui dit que le verbe naissant vaut mieux que celui qu'on recycle. Ce texte, qui est à mon sens, je trouve, c'est le plus beau que vous ayez écrit, est-ce qu'il n'est pas au-delà de ce qu'il peut être? On parle de thriller rural, ça me fait rire, ça me fait mourir de rire, de thriller rural, ou toute autre chose. Est-ce que c'est pas faire rendre ce merveilleux hommage à la littérature qui se saisit de toutes les ombres pour en faire des êtres de lumière et pour éclairer définitivement, mais toujours à recommencer, le sens de nos vies? Est-ce que c'est pas ça, ce livre? Ben, c'est parfait. C'est exactement ça. Et ça va rester entre nous, c'est comment le livre s'écrit. Ah oui? Vous ne pouvez pas comprendre si vous voulez. Non, on ne pouvez pas comprendre parce que là, voilà, on discute là. Parce que quand vous allez terminer, vous allez vous dire « Ah non, il n'a pas fait ça ». Mais il faudra être attentif tout au long du livre. Les petits cailloux semés, il n'y a rien qui est semé au hasard. Non. Et ce que ressent Harry, par exemple, vous ferez très attention. Il faut très attention au brouillard, encore une fois. Et au temps utilisé. Mais sinon, tout est explicite. Mais ouais, je pense que vous allez y être avec ce chien sans nom, ce Caleb mystérieux qui ne veut pas soigner les hommes, qui en a interdit de soigner les hommes.
et cette fameuse Emma qui lui rend visite régulièrement et qui danse dans la prairie. Et puis même ce Paul qui est un personnage... Et ce Paul, oui, qui partira ou partira pas. Voilà. Ouais. Parce que ce Paul... S'en ira ou s'en ira pas. Ce Paul, il a quand même, à un moment donné, il a la rédemption, Paul, quoi. C'est comme le méchant, je me souviens plus du nom de Buveur de vent. Je vous avais dit que ce personnage, voilà, il n'était pas méchant, qu'il avait au contraire beaucoup de choses en lui. Et ce Paul, il est complexe comme tout être humain. C'est pas... Oui, c'est parce que c'est pas manichéen. Enfin, on a des personnages, voilà, on a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Non. Des personnages même qui semblent être dans le camp du mal basculent. Voilà, c'est ça. Et puis inversement, les personnes qui semblent être dans le camp du bien, voilà, on n'est pas noir, blanc, on est gris, parfois plutôt clair, parfois un peu plus foncé, mais on est complexe, comme vous dites, très complexe. Parce qu'on a des révoltes, parce qu'on a des colères en nous, qui peuvent se transformer en haine, et on a ça en nous. Alors, nous, on ne sait pas, les hommes, par exemple, on a cette complexité-là de parler de se libérer, de s'abandonner. On a cette difficulté-là. Et qui est atavique. C'est pour ça aussi que c'est compliqué aussi de se rejoindre sur l'expression des sentiments. Bien sûr, bien sûr. Et c'est aussi une question de milieu. Dans le milieu rural, où l'expression des sentiments n'existe pas, il n'y a pas ça. C'est le travail. Ce que vous êtes capable de faire, de montrer. Donc c'est très compliqué. S'abandonner. Alors moi j'ai trouvé, je m'abandonne dans mes livres, mais j'y arrive pas mieux que vous dans la vie. En tout cas, Franck Louis, c'est un très bel abandon, et je vais vous dire, la première fois que nous sommes entretenus, j'ai trouvé ça formidable. La deuxième fois, je trouve ça formidable. Je vous invite déjà, vous préviendrez Alba Michel pour votre prochain livre. Je vous invite déjà. Mais franchement, je vous le dis avec beaucoup de vérité, quel privilège de vous avoir reçu ce soir. Merci. Je vous remercie, Franck Louis. Alors, on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Vous comprendrez que j'ai voulu privilégier l'interview. La salle doit libérer, mais si vous voulez vraiment, et vous avez le droit de poser une question à Franck Louis, c'est possible. Et après, on ira avec Pierre, notre libraire, dédicacer ses livres. Avez-vous une question ? Oui, il faut donner le micro parce que on n'entend pas après. Je ne dis pas, marche. Fonctionne. Bonsoir. Je voudrais savoir si dans la construction de votre livre, vos personnages sont déjà là tous avant de commencer, ou si progressivement, il y en a qui arrivent pour compléter la trame du livre, etc. Et est-ce que l'histoire est déjà quand même... Vous savez déjà ce que vous allez raconter un peu. Bon, je ne pense pas, puisque vous me dites que vous le recherchez à l'intérieur. Donc il y a des choses qui doivent venir au fur et à mesure. Mais je voudrais savoir comment viennent les personnages. Ils arrivent sans s'inviter. Hein. Ils ne sont pas invités. Non, j'ai que Caleb au départ, et puis ces phares de voiture qui s'allumaient, je ne sais pas qui arrive en face. Ah oui, au fur et à mesure, j'ai aucune idée je ne les connais pas. Ouais, au fur et à mesure. Une autre question ? Une ennemie.
Est-ce que Caleb, ça veut dire quelque chose, le prénom? Pourquoi avoir choisi un prénom rare, d'une part, et d'autre part, vous écrivez, enfin c'est Harry évidemment qui parle, il avait maintes fois constaté que les phrases bien calées contiennent uniquement du sens et que les plus bancales recèlent parfois une magie à découvrir. Vous n'avez pas écrit des phrases bancales? Non, mais une phrase bancale, souvent cette phrase qui surgit comme ça, dont la musique précède le sens, c'est à vous de la caler après. Mais ces phrases-là, c'est celle-là qui recèle le plus de magie. C'est pas celle que vous allez travailler sur les verbes compléments pour que ça dise quelque chose. C'est pas ça. C'est souvent c'est la musique qui vous embarque. Voilà. C'est celle-ci dont je voulais parler. Vous écoutez de la musique en écrivant ou pas du tout? Ça dépend. Quand je suis chez moi, j'ai pas besoin. Quand j'ai besoin d'écrire tous les jours, quand je suis sur une terrasse comme à Rennes ce matin, oui, je me mets la musique sur les oreilles. Ça m'aide à oublier un peu tout le reste. Quant au prénom, oui, il m'amène aussi en territoire d'écriture. C'est fondamental. Caleb, ben oui. Je ne répondrai pas à la question du pourquoi. mais évidemment qu'on sait où on le rencontre, ce Caleb-là, dans quel livre. Mais il y a des prénoms que je ne peux pas utiliser qui me je sais pas, ça fait tomber je sais pas, quelque chose de mou, de flasque, alors, je ne vais pas citer de prénom pour pas mais je sais. Alors, souvent il y a des prénoms, soit bibliques, Abel, Caleb, etc. Je ne suis pas croyant, même si l'Ancien Testament est un de mes livres de chevet, je ne suis pas croyant particulièrement, mais il y a quelque chose de même que, par exemple, la première chose que je fais quand je suis dans un village, je vais devant le monument aux morts et je lis les noms et les prénoms. Voilà, Onésime, je l'ai pris comme ça, parce que d'abord c'est une émotion intense, parce que ça raconte une histoire. Quand vous voyez trois mêmes noms comme ça, vous imaginez le père, les enfants, on ne sait pas. Et des prénoms comme ça, oubliés ou très poétiques, ouais, je suis très sensible à ça. Et la phrase leitmotiv qui est un alexandrin, c'était tout à fait... Pardon ? La phrase leitmotiv, je me suis usé les yeux, je ne me rappelle plus exactement les trop joli. C'est un alexandrin, c'est volontaire. Non. Allez savoir. Non, c'est pas un alexandrin. Non, bien souvent, ça c'est comme l'autre aussi, c'est que ce qu'il atteint cette nuit-là, le ciel sur un je n'avais pas du tout fait attention. Je me laisse guider par la musique. Voilà. Donc non, c'était pas fait exprès. Une dernière question. Je crois que tu voulais poser une question, Jean-Luc? Oui, vous avez évoqué tout à l'heure ce vertige de ne plus pouvoir écrire éventuellement. Et la question que vous avez déjà abordée, une vie qui n'est pas écrite, qu'est-ce que c'est? Pardon ? Oui, enfin, une vie qu'on n'a pas écrite, qu'est-ce que c'est? Dans quel sens? Ben, je veux dire par là que, est-ce que la vraie vie, par nécessité, doit être écrite? Non, je ne crois pas. Et pourtant, pour vous? Ah, mais je parle pour moi. Hein. Oui, oui. Oui, et je crois qu'il y a des gens qui ont un talent que je n'ai pas pour vivre. Ça, c'est définitif. Mais je crois, écoutez, je crois que il y a plusieurs manières de vivre. Moi, écrire, c'est intégrer à ma vie. Et je pense qu'on peut très bien vivre sans écrire, sans peindre, sans sculpter, sans... J'ai du mal à imaginer qu'on puisse vivre sans lire, par exemple. Faut oublier le vide, en fait. Ce foutu vide là qu'on nous comble aujourd'hui, que beaucoup de parents comblent chez les gamins en
dans toutes sortes d'activités. Et puis ce fichu que j'ai moi dans la poche, là, Ça veut dire. ça là, ouais. Où on a la possibilité de ne jamais s'ennuyer. Enfin, on a l'impression, on a la possibilité de ne jamais s'ennuyer. C'est l'ennui existentiel, ça. Oui, c'est ça, c'est l'ennui existentiel. Oui, c'est la tragédie de notre époque, je trouve. Moi, je me souviens, je traversais une ville comme ça, et puis je regardais les gamins aux arrêts de bus. Ils étaient en groupe comme ça, donc censés parler, avoir une relation sociale, et ils étaient tous en train de communiquer avec un autre gamin qui était peut-être à l'arrêt de bus suivant, et qui lui était en train de communiquer avec eux. Je me dis, mais c'est ça. Je trouve ça. Et pendant le Covid, avec le rectorat, j'avais monté un truc comme ça pour les faire réfléchir à ça, tous ces gamins-là. Et je dis gamin, mais je pourrais. Combien je vois de couples au restaurant. C'est ce que j'allais me dire. Il y a bonne photographie, un truc. Et pourquoi il me fait ça, quoi? Pourquoi Alors je suis définitivement devenu un vieux con, j'imagine, mais je revendique ça, quoi. Et je trouve ça d'une désespérance totale, quoi. T'es obligé de montrer à quelqu'un ce qu'on est en train de manger. Pourquoi? C'est pour faire envie, c'est pour imaginer qu'on a une vie mieux que ce. C'est pour occuper le temps entre l'assiette qui arrive et la prise de la fourchette. Je crois pas. J'aime pas ce monde-là. J'aime pas ça. Ça me plaît pas. Écoutez, je crois que on peut encore applaudir. L'applaudissement, c'est très bien. Autrement, c'était une très belle soirée. Vous allez pouvoir aller vous faire dédicacer vos livres. Merci de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Je vous communiquerai les informations. Et puis, eh bien, comme toujours, belle lecture et profitez bien de la vie. À bientôt. Bon. Je suis prêt. Venant de toi, c'est un compliment très important.